As-tu déjà eu cette sensation étrange, presque douloureuse, que plus tu comprends le monde, plus tu t'en éloignes, que chaque pas vers la clarté t'éloigne un peu plus des autres? Ce n'est pas un défaut de caractère, ni une posture d'intellectuel blessé. C'est un reflet d'un malaise plus vaste, plus ancien, la peur collective de la lucidité. Tu ne fais pas peur parce que tu es compliqué. Tu fais peur parce que tu vois clair, là où les autres préfèrent le flou rassurant. L'illusion rassemble. La vérité, elle, éclaire trop fort. Et dans cette lumière, chacun entrevoit ses propres contradictions, ses croyances fragiles, ses pensées toutes faites. C'est ce que l'on ne dit pas qui dérange le plus. Ce que tu ressens n'est donc pas une malédiction personnelle. C'est la réaction d'un monde qui se défend. Car penser vraiment, c'est déjà déranger. Et parfois, ne rien dire suffit à troubler tout un groupe. Il existe un mécanisme subtil presque biologique qui transforme l'intelligence en arme malgré elle. L'effet de miroir. Lorsque tu entres dans une pièce, tu n'es pas simplement un individu de plus. Tu es un reflet ambulant. Tes questions pointues, ta capacité à formuler les nuances que les autres pressentent sans oser les nommer, renvoient à chacun l'image nue de ses propres limites. Et le moi, blessé dans son orgueil tacite, réagit comme la peau au froid. Il se contracte, il s'endurcit, il repousse. Face à la force physique, nous pouvons admirer. Face à la richesse, envier. Mais face à une intelligence supérieure, l'admiration se teinte d'un acide particulier, la remise en cause de notre identité, car ce que nous pensons, croyons, comprenons, voilà le cœur même de notre sentiment d'exister. Lorsque tes arguments fissurent ce noyau, tu n'es plus perçu comme un inspirateur, mais comme un prédateur symbolique. Ton simple silence devient suspicion, ta moindre précision, attaque personnelle. Le phénomène est d'autant plus cruel qu'il est souvent involontaire. Tu exposes une évidence logique, l'autre entend un jugement de valeur. Il veut me montrer que je suis ignorant. Tu soulignes une incohérence, on t'accuse d'arrogance. La clarté du propos éclaire aussi l'ombre de l'ego. Et l'ego, tel un animal acculé, mort avant de réfléchir. On détourne la conversation, on te raille, on réduit tes idées à des détails compliqués. La violence n'est pas toujours ouverte. Elle se glisse dans une plaisanterie, un haussement d'épaule, un changement brusque de sujet. Voilà pourquoi tant de penseurs finissent par se taire en société. Non par mépris, mais pour éviter de mettre à nu, sans anesthésie, la vulnérabilité intellectuelle d'autrui. Car toute intelligence authentique possède cette double lame. Elle éclaire le réel, mais aussi la part ignorante de chacun. Et rares sont ceux qui supportent d'être ainsi mis à nu en plein jour. Reconnaître ce miroir cruel, c'est comprendre que la résistance que tu rencontres ne vise pas ta personne, mais la blessure narcissique qu'elle révèle. À partir de là, tu peux choisir, polir ton éclat pour le rendre supportable, ou accepter d'être ce miroir impitoyable et avancer, même si les regards se détournent. Si l'intelligence déclenche tant de crispation, ce n'est pas parce qu'elle serait intrinsèquement agressive, c'est parce qu'elle courte-circuite un vieux programme biologique conçu pour garantir la cohésion tribale. Notre cerveau, patiemment façonné par des millénaires de survie collective, n'a jamais été paramétré pour rechercher la vérité brute. Il a été optimisé pour détecter la menace et préserver le groupe. Or, dans la savane originelle, le danger se présentait rarement sous la forme d'une équation ou d'un syllogisme. Il se présentait sous la forme d'un fauve, d'un rival ou d'une dissonance sociale. Être exclu signifiait mourir. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, le conformisme nous paraît plus rassurant que la lucidité. Lorsque surgit un esprit qui questionne l'évidence, il ne remet pas seulement en cause des idées abstraites, il ébranle l'accord tacite qui maintient le clan dans une bulle de certitude partagée. Neuroscientifiquement, cela s'observe. Les IRM montrent que l'amygdale, centre de la peur, s'active davantage lorsqu'un individu se sent intellectuellement dépassé que lorsqu'il se sent physiquement dominé. La raison est simple. Un corps robuste peut servir de protecteur, mais un esprit trop aigu pointe vers nos angles morts,
Et ce rappel de notre faillibilité cognitive déclenche le même signal d'alarme qu'un bruit dans la nuit. Ajoute à cela le coût énergétique de la pensée complexe. Le cerveau consomme déjà 20% de notre énergie au repos. Approfondir une question, c'est dépenser encore davantage pour un bénéfice immédiat incertain. La paresse cognitive, loin d'être un défaut moral, est donc un réflexe d'économie vitale. Face à un raisonnement sophistiqué, la plupart préfèrent l'euphorie rapide d'une certitude partagée à l'inconfort d'une remise en question. D'où ce réflexe quasi pavlovien, minimiser, ridiculiser, voire ostraciser la source du trouble. Enfin, la menace est identitaire. Nos croyances ne sont pas de simples opinions. Elles sont les briques de notre autobiographie. Dire à quelqu'un que son idée centrale est illusoire, c'est s'attaquer à la narration qui justifie ses choix, ses sacrifices, sa place dans le monde. Ainsi, quand l'intelligence démontre, le public n'entend pas un argument. Il ressent un tremblement de terre intérieur. Et entre la vérité et la continuité psychique, la foule choisira toujours la continuité. Comprendre ce mécanisme permet de décrypter bien des résistances. Ce n'est pas toi qu'on rejette, mais l'onde sismique que ta lucidité propage dans des structures mentales fragiles. L'intelligence devient alors, malgré elle, une force tectonique, certes porteuse de paysages nouveaux, mais d'abord perçue comme une secousse menaçante. Au fond, la vie en société ressemble toujours à un vieux feu de camp préhistorique. La flamme commune rassure, éclaire, réchauffe, et chacun, pour rester dans la lumière, accepte d'alimenter un récit partagé, fût-il bancal. Dans ce cercle, l'idée même de vérité objective pèse moins que la musique douce du consensus. C'est la logique du conformisme tribal. Mieux vaut répéter une fable commode que brandir une lucidité capable de fracturer le groupe. À l'époque où l'exil équivalait à la mort, contester la chanson collective revenait à jouer sa peau. Notre système nerveux central, hérité de cet âge d'angoisse, continue de confondre dissonance cognitive et menace physique. Il sécrète les mêmes hormones de stress, pour une idée divergente que pour un grondement de fauve. De là vient la maxime muette. Plaise un peu, pense moins. Dans une équipe, un dîner de famille ou un fil Twitter, celui qui remet la norme en question est spontanément soupçonné de sabotage émotionnel. Il éteint l'ivresse de la certitude partagée, comme un invité qui allumerait la lumière en pleine fête pour montrer la poussière au sol. Même si la poussière est réelle, la brutalité du néon l'emporte sur l'utilité du constat. On lui en voudra d'avoir brisé l'ambiance plus que d'avoir révélé la saleté. Cette mécanique explique pourquoi tant de leaders charismatiques mais superficiels prospèrent. Ils chantent à l'unisson des attentes tribales, offrent des slogans ronrons, maintiennent la cohésion par la chaleur du récit, non par sa véracité. À l'inverse, l'esprit lucide, en dénonçant les fils apparents du décor, semble menacer la sécurité affective du groupe. Jung dirait qu'il force la conscience collective à regarder son ombre. Machiavel, qu'il trouble la raison d'état des petites communautés ordinaires. Ainsi, quand tu soulèves une question dérangeante, ce n'est pas seulement ton opinion qu'on combat, c'est la perspective de devoir rallumer sans cesse le feu commun avec des bûches de doute. Face à ce coût énergétique et symbolique, le clan préfère préserver la chaleur plutôt que l'exactitude. Voilà pourquoi, dans la hiérarchie sociale, la docilité bienveillante grimpe plus vite que l'intelligence intransigeante. L'une nourrit la tribu, l'autre la divise du moins provisoirement, jusqu'à ce que la réalité exige, tôt ou tard, la vérité qu'on a voulu étouffer. Dans le règne trépidant des écrans, la vérité s'avance comme un marcheur chargé de valises. Elle prend du temps, fatigue le regard, exige des détours. La certitude, elle, surgit au galop, légère comme un slogan qui claque. Entre les deux, la plupart choisissent l'élan plutôt que la marche. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est économe. Il affectionne ce que les psychologues nomment l'aisance cognitive, ces idées simples, familières, qui glissent sans frottement dans nos circuits neuronaux. Devant une équation complexe, le cortex frontal se tend. Devant une phrase courte, il soupire d'aise. Et la société, par instinct de confort, baptise cette détente « bon sens » quand elle n'est souvent que paresse sacrée.
Les plateformes numériques ont compris depuis longtemps cette loi thermique de l'attention. Moins le contenu exige d'énergie, plus il génère de clics, donc de profits. Les algorithmes ne sont pas diaboliques, ils sont thermodynamiques. Ils suivent le gradient le plus facile, celui de l'émotion immédiate. Résultat, un flot d'affirmations mielleuses, de certitudes colères, de récits manichéens où tout est clair, net, partageable. La nuance, elle, se noie à mi-chemin, trop lourde pour flotter, trop pointue pour devenir virale. À cela s'ajoute la tyrannie des biais, effet Dunning-Kruger qui fait enfler la confiance des moins compétents, biais de statu quo qui transforme l'habitude en vérité, effet boomerang qui pousse chacun à resserrer son opinion lorsque celle-ci est menacée. Dans cette cacophonie affective, la proposition la plus stable n'est pas la plus juste, c'est celle qui apaise l'angoisse collective. Disque-nous un mensonge rassurant vaut 1000 fois plus qu'un fait dérangeant. Ainsi la société érige un autel à la certitude, elle y brûle les complexités, les doutes, les points d'interrogation. Mais chaque sacrifice retarde l'inévitable retour du réel, car la vérité, même reléguée aux marges, poursuit sa marche entêtée. Et lorsque les illusions se fissurent, on redécouvre, trop tard, le prix exorbitant de l'ignorance confortable. Feuillette un manuel d'histoire. Chaque page semble dresser un piédestal à un esprit jadis honni. Galilée, qu'on a forcé à renier le mouvement de la Terre. Hypatie, lacéré par la foule pour avoir enseigné la géométrie. Tesla, enfermé dans la pénombre d'un hôtel, alors que ses idées électrisaient déjà le siècle à venir. Tous ces noms scintillent aujourd'hui comme des constellations, mais leur éclat n'a jailli qu'une fois qu'ils ne pouvaient plus brûler l'ordre établi. La société pare ses statues de guirlandes, après avoir éteint leur voix. Pourquoi ce délai? Parce qu'une idée vraiment neuve fonctionne comme un acide. Elle dissout les certitudes, ronge les hiérarchies, dévoile l'imposture des dogmes. Tant qu'elle bouillonne, personne ne veut voir la cloison se fissurer. On bâillonne le chimiste plutôt que de réparer le mur. Ce n'est qu'une fois l'érosion consommée, quand la vérité est devenue décorative et non plus corrosive, qu'on la célèbre comme un chef-d'œuvre de sculpture. Louer Galilée après la révolution copernicienne, c'est comme applaudir le soleil au zénith. Il ne menace plus personne. Il éclaire déjà tout le monde. La culture populaire, elle aussi, recycle cette dramaturgie. Combien de films, de séries, de livres font d'un esprit rebelle le héros post-mortem? On conforte le spectateur dans l'idée qu'il aurait soutenu le visionnaire. Mais, placé à la table du procès, il y a fort à parier qu'il aurait joint son silence au chœur prudent des accusateurs, car la reconnaissance posthume coûte peu. Elle n'exige pas de changer ses habitudes, ni de remettre en cause son confort présent. La célébration tardive est un luxe rétroactif, un hommage sans risque. Le mécanisme se perpétue aujourd'hui sous des formes high-tech. L'algorithme bannit la nuance et propulse le divertissement facile. Un créateur qui interroge trop tôt les angles morts culturels se voit rejeté dans les marges de la toile. S'il persiste, le temps le sauvera peut-être. Lorsque sa pensée aura infusé, lorsque d'autres l'auront vulgarisé, on le ramènera dans la lumière comme prophète. Mais l'époque l'aura condamné à produire dans la solitude et l'incertitude, exactement comme ses aïeux. Ainsi va le rejet culturel de la pensée profonde, un réflexe de préservation qui mutile d'abord, puis idolâtre ensuite. Comprendre ce paradoxe, ce n'est pas s'aigrir, c'est apprendre à travailler sans applaudissements, à planter des graines qu'on ne verra pas éclore. Car l'élan lucide n'a pas pour vocation d'être fêté, mais d'ouvrir la brèche. Le triomphe viendra plus tard, peut-être. L'essentiel est que la brèche, elle, demeure. La lucidité agit sur la vie quotidienne comme un dissolvant invisible. Elle efface peu à peu la colle sociale qui unit la majorité. Au café, les conversations tournent autour de plans week-end, de promotions, de ragots. 1000 micro-dopamines qui cimentent l'appartenance. Toi, tu écoutes, tu hoches la tête, mais chaque anecdote glisse sur ton cortex comme de l'eau sur une vitre déjà sèche. Non pas par mépris, par absence de résonance. Les rires complices te semblent courts, comme des éclats de verre plutôt que des éclats d'esprit. Jung
parlerait d'un déplacement de libido. L'énergie psychique qui nourrit d'ordinaire les jeux sociaux s'investit, chez toi, dans la contemplation, la recherche, l'examen intérieur. D'où naît ce sentiment aigu d'être présent mais déphasé, comme si la conversation se passait à 2 secondes d'intervalle de ta temporalité propre. On te trouve pensif, distant, étrange. En réalité, tu te tiens à la frontière entre 2 régimes de sens. Le monde de la stimulation instantanée et celui, plus rare, de la profondeur. Schopenhauer affirmait que le bonheur réside dans l'ignorance. C'est dire si la lucidité, elle, condamne à une forme de sobriété affective. Plus tu comprends le mécanisme des désirs, comment il s'enroule sur lui-même pour se maintenir, moins tu peux partager l'enthousiasme collectif pour ces fièvres de surface. Alors la solitude n'est pas choisie, mais induite. Elle découle de l'impossibilité d'échanger sans ressentir l'élastique douloureux du simulacre. Tu peux participer, évidemment, mais chaque réplique demande un effort d'adaptation, comme si tu devais traduire tes pensées d'une langue pleine de nuances vers un patois allégé de voyelles. À la longue, tu économises l'énergie. Tu te retires sans bruit, tu marches seul, tu lis la nuit. Les autres interprètent ton retrait comme de l'orgueil. Ils ignorent que c'est une mesure d'hygiène mentale. Pourtant, cette distance offre un avantage secret. Elle libère du temps psychique. Tandis que d'autres s'épuisent à maintenir des liens fragiles, tu explores la topographie intime de tes idées. Oui, la clarté éloigne. Mais elle ouvre aussi un espace vaste, intérieur, où peuvent germer des vérités que le vacarme n'aurait jamais laissé s'épanouir. Il ne suffit pas de diagnostiquer la dissonance. Encore faut-il apprendre à y survivre sans se renier. Première règle, sélectionner son audience. Tout comme un sommelier ne sert pas un grand cru à qui réclame du soda, ne dévoile pas ta pensée la plus fine à des oreilles pressées. Les idées ont besoin d'un terrain fertile, cherche les rares qui savourent le doute, même si cela réduit ton cercle à 3 personnes et quelques livres. La profondeur est un club discret. Mieux vaut une conversation ardente dans une cuisine à minuit qu'un millier de likes administrés par réflexe. Deuxième règle, maîtriser l'art de la condensation. Einstein l'assurait, si tu ne peux expliquer simplement, tu n'as pas encore compris. Résiste à la tentation de dérouler tout le parchemin de tes raisonnements. Offre plutôt une graine, un aphorisme, un paradoxe. Laisse l'autre l'arroser s'il le souhaite. Tu économiseras ta salive et préserveras l'élan de curiosité chez le rare interlocuteur capable de suivre la piste. Retiens ceci, dans un monde saturé d'informations, la densité est un geste de générosité. Troisième règle, pratiquer le silence stratégique. Schopenhauer recommandait la solitude comme privilège, ajoute-t-il la discipline de l'ellipse en société. Lorsqu'un propos creux circule, inutile de brandir ton scalpel analytique. La plupart du temps, le silence suffit à indiquer que tu ne souscris pas, sans transformer la table en tribunal. Épargne tes arguments pour les lieux où ils peuvent frayer un chemin, pas pour ceux où ils seront perçus comme des flèches empoisonnées. Quatrième règle, transformer la solitude en atelier. Le temps que tu ne passes pas à entretenir des interrelations superficielles devient un capital créatif. Lise hors des sentiers battus, écris pour clarifier ta vision, explore un art qui transcende les mots. La lucidité est un métal rare. Forge-le plutôt que de le laisser s'oxyder dans l'amertume. Car la pire des solitudes n'est pas d'être seul, c'est de se trahir pour appartenir. Enfin, cinquième règle, cultiver une bienveillance lucide. Tu vois plus loin? Rappelle-toi que les autres n'ont pas choisi de rester près du feu par bêtise, mais par besoin de chaleur. Offrir une braise de compréhension vaut mieux qu'un jet d'eau glacée de supériorité. En d'autres termes, n'use pas de ton intelligence comme d'une massue. Faisions une lanterne qu'on peut suivre, sinon personne ne t'accompagnera. Applique ces principes et tu découvriras que penser trop ne condamne pas à l'isolement. Cela trace simplement une route plus escarpée, où la compagnie se fait rare, mais la vue, oh, la vue, vaut chaque pas solitaire. Ne te laisse donc pas mystifier. Si ta lucidité irrite, c'est qu'elle précède simplement son époque d'un battement de cœur. Le monde valorise l'intelligence, oui, mais seulement une fois qu'elle est devenue inoffensive. Il érige des statues au génie quand celui-ci n'a plus la voix pour déranger.
Or ta voix, elle, résonne ici et maintenant, et c'est précisément ce timbre vivant qui compte. N'attends pas l'hommage posthume. Fais de ta pensée une force active, une énergie en mouvement. Mais souviens-toi, l'objectif n'est pas de convaincre tout le monde. Cherche plutôt à toucher les rares esprits qui reconnaîtront, dans ta lumière, un écho de leur propre recherche. Un seul dialogue fécond vaut mieux qu'un millier d'applaudissements distraits. Alors choisis tes lieux d'expression. Dépose tes idées comme des graines résistantes dans les interstices fertiles, plutôt que de les disperser au vent de l'approbation facile. Et maintenant, si cette vidéo a fait vibrer une corde intime, ne laisse pas cette vibration se perdre. Offre-la autour de toi. Partage la vidéo, propage la conversation, tague ce compagnon de route qui, tu le sais, creuse déjà sous la surface. Dans les commentaires, raconte: quelle vérité as-tu dû taire pour ne pas froisser? Quelle solitude as-tu transformée en laboratoire secret? Plus nous mettrons en commun nos clairvoyances, plus nous desserrerons l'étau du conformisme. Abonne-toi si tu veux d'autres cartographies de la pensée, d'autres outils pour naviguer dans la houle mentale de notre époque. Et surtout, garde cette phrase gravée: on ne te rejette pas parce que tu as tort, mais parce que tu as raison trop tôt. Avance donc, sûr de ton pas, même si la foule fait mine de ne pas comprendre. Car un jour plus tôt, qu'on ne le croit, les sentiers que nous ouvrons deviendront la route commune. D'ici là, continuons à penser haut, à parler juste et à éclairer, même discrètement, la nuit intellectuelle qui nous entoure.